Bon Mao, je voulais qu'on parle aujourd'hui des huiles végétales et surtout des oméga 3 qu'il y a dans les huiles végétales. Parce que je trouve que c'est un sujet, souvent on met un petit peu une bonne image autour de ça en disant que par exemple dans l'huile de lin ou dans l'huile de colza, on a beaucoup d'oméga 3. Sauf qu'en fait quand on dit oméga 3, on n'a rien dit parce qu'en fait les oméga 3 ça veut tout rien dire. En réalité il y a 3 types d'oméga 3. T'as l'ALA, donc l'acide alpha-linoléique, qui est en fait la forme de l'oméga 3, mais qui n'est pas assimilable par le corps. Ouais. Et c'est la forme qui est présente dans les végétaux. Donc notamment dans les graines de lin et après dans l'huile de lin et donc dans la plupart des graines en fait. Le problème avec ça, c'est que du coup, le corps, il la transforme très très peu. Là, et c'est en moyenne, on dit 5% de EPA et 1% DHA. Et en fait, l'EPA DHA, c'est tout simplement l'oméga 3 qu'on assimile. Donc celui qu'on va utiliser en fait. Et puisque la conversion est très faible, au final quand on dit que ces huiles-là, elles sont très riches en oméga 3, c'est faux, puisque l'assimilation derrière, elle est pas du tout à ce taux-là. Et donc au final, on a une conversion qui est très faible. Pour donner un peu un exemple, pour juste avoir le taux d'oméga 3 qui est recommandé par les instances publiques, etc. Donc on dit qu'à peu près c'est 500 mg d'EPA DHA. Pour l'avoir avec de l'huile de colza, il faut 9 cuillères à soupe. Avec de l'huile de lin, c'est une seule cuillère à soupe. Et pour te donner la différence avec des produits animaux, c'est égal à 20 grammes de sardines. Avec 20 grammes de sardines, t'as la dose journalière d'oméga 3. Alors qu'il faut beaucoup d'huile pour pouvoir compenser ça, parce que justement, la conversion est faible, quoi. Donc au final, quand on dit qu'il y a une richesse, en fait, pas vraiment, quoi. Bullshit. Ouais. C'est juste parce qu'en fait, c'est la source végétale qui est pas convertissable par le corps. Mais est-ce que pour autant les huiles végétales sont mauvaises? En fait, ça dépend. Déjà, ça dépend si elles sont raffinées ou pas, déjà premièrement. Et puis, ça dépend aussi de la teneur en oméga 6 qu'il y a dans l'huile. Ouais, c'est ça. Ça dépend parce que traditionnellement, tu avais quand même une consommation d'huile de sésame. Ouais. D'huile de noix surtout. Ok, ouais. Traditionnellement, elle était consommée par des peuples qui vivaient très longtemps. Donc, je pense qu'on n'a pas trop de risques à consommer de l'huile de noix. Non, ouais. Mais aussi, voilà, c'était des premières pressions à froid, c'était pas de l'huile d'olive frelatée qui est restée 3 ans dans un placard. Ouais, c'est ça. Mais surtout, même pour ces huiles, comme tu dis, de noix, même de lin, etc., il y a plein de bienfaits aussi derrière. Ouais. La seule chose, au niveau des oméga 3, il faut pas s'y fier parce qu'au final, tu vas pas récupérer grand chose derrière. C'est juste ça. T'as des bienfaits, mais est-ce que toi, tu cuisinerais avec de l'huile de noix ou tu cuisinerais avec de l'huile de lin? Alors, justement, en fait, le truc, c'est que plus tu vas faire chauffer ton huile et plus derrière, ça va détruire les bienfaits qu'il y a à l'intérieur. Sauf, plus ton huile, elle va être riche en vitamine E et plus tu vas pouvoir la faire chauffer. C'est pour ça que, par exemple, l'huile de tournesol, elle peut être chauffée à haute température parce que la vitamine E, du coup, ça va protéger de l'oxydation. Parce que la cuisson, ça, le problème, c'est que ça va très vite oxyder. Et puisque ça protège de l'oxydation, ça fait en sorte que ton huile, du coup, elle ne produise pas trop de composés toxiques derrière. Ok, du coup, jusqu'à combien de, par exemple, l'huile d'olive? Parce qu'on en parlait justement, parce que moi ce que je disais c'est que quand je consommais de l'huile d'olive, par exemple sur des patates douces cuites au four, tout de suite je sens inflammation. On a dit pendant une période qu'il fallait pas consommer après cuisson, enfin qu'il fallait pas la faire cuire, d'autres qui disaient l'inverse. En réalité, c'est à peu près entre 120 et 150 degrés qu'il faut pas dépasser. Donc à la poêle. Voilà, c'est ça, à la poêle. Parce que quand ça va au-delà de 150 degrés, à partir de là, en fait, l'huile, elle commence à s'oxyder. Donc, du coup, il commence à avoir des molécules toxiques qui se créent et surtout, elle va être beaucoup moins digeste. Et en fait, tous les bénéfices qu'il y a dans l'huile d'olive, ils vont être altérés. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de l'utiliser soit à froid ou soit justement dans des cuissons plus douces à la poêle. Mais pour des cuissons, pour autant, toi, tu utilises autre chose, moi aussi. Pourquoi ? Ouais. Parce que c'est des huiles qui sont plus riches en vitamines et qui surtout sont mieux supportées et qui s'oxydent beaucoup moins vite. C'est quoi ? C'est les huiles en fait à base de produits animaux. Donc on a le ghee qui supporte très bien la chaleur et qui est très riche en certaines vitamines. Tu peux expliquer ce que c'est le ghee pour ceux qui savent? Alors le ghee, c'est du beurre qui est clarifié. Je crois que c'était traditionnel d'Inde, oui, non, mais en fait, du beurre clarifié partout. En fait, c'est le moyen de conservation du beurre. Donc, il était utilisé traditionnellement, tous les endroits où ils font du beurre, où ils ont des produits laitiers, ils vont faire du ghee. Notamment en Afrique, dans les pays arabes, en Inde aussi, même en France. On utilisait donc du beurre dit clarifié, qu'on dit ghee. Donc aujourd'hui, ça se vend sous l'appellation ghee, mais c'est du beurre clarifié. Ouais. On peut tous le faire à la maison, c'est très simple. Tu prends du beurre, tu mets dans une casserole et tu écumes. Et t'as ton ghee. L'idéal, c'est de le faire pendant l'été, parce que pendant l'été ou au printemps, c'est là où le beurre est le plus riche en vitamines. Tu as jusqu'à 7 fois, voire 7 fois plus de vitamines, donc c'est énorme. Et ce qui fait que pour l'hiver, t'auras du ghee de qualité. Alors que si tu fais du ghee avec du beurre d'hiver, tu verras qu'il aura pas du tout la même couleur. Il aura moins de goût, moins de saveur, parce qu'il contient moins de vitamines. Et pourquoi justement il contient moins de vitamines, le beurre d'hiver ? Parce que c'est les vaches.
L'été, elles broutent de l'herbe. Si c'est des herbes qui sont issues d'une jeune pousse, eh bien, ça va être beaucoup plus riche en vitamines. Alors que l'hiver, l'hiver, c'est du foin, tu vois. Le foin, il a séché, il est moins riche en vitamines. C'est un peu comme nous. Si un humain, tu lui donnes de la nourriture fraîche, de la nourriture crue, il y a beaucoup plus de vitamines que si la nourriture, elle a séché pendant des mois. C'est pour ça que, par exemple, on dit quand tu prends au congélateur, au bout d'un moment, faut éviter, tu vois. Et c'est pareil pour les aliments qui ont, par exemple, les épices qui sont restées 1 an dehors dans ton pot, il y a plus grand chose. Ouais. Il semble. Hein. Ouais, après, de toute façon, plus ça reste longtemps et forcément plus ça se détériore après par la suite. Et d'ailleurs, par rapport au ghee, du coup, en fait, ce qui fait que il va être plus digeste et que il va supporter aussi mieux la cuisson, c'est parce qu'en fait, on va enlever du coup la caséine, donc les protéines, et également le lactose, donc les sucres. Et donc tout ça va faire que du coup, on peut monter, je crois que c'est entre 220 et 230 degrés, c'est un point de cuisson qui est très très haut. Tu peux faire au four et tout, tu fais des frites avec du ghee, mais... Et ça va pas rancir, alors que du beurre, au bout de 120, 130 degrés, il commence à rancir à cause justement le beurre, tu peux utiliser à la poêle, tu vois. Le cuisson au beurre, c'est pas bon. Si tu fais à la poêle, ça va. Que tu chauffes pas trop. Tant qu'il devient pas caramel. C'est ça, tant que tu chauffes pas trop la poêle, c'est bon. Faut y aller mollo, sinon plutôt du ghee. Et sinon, ce qui marche très bien, moi, ce que je fais, c'est du gras de bœuf. En fait, tu vas chez ton boucher, tu lui demandes s'il a du gras de bœuf. Et généralement, il te le donne gratuit parce qu'il le jette. Il y a ça aussi, tu peux demander des carcasses de poulet, tu te fais un bouillon d'os gratuit. Plutôt que de l'acheter, si tu as un peu de temps, tu fais ton bouillon d'os, tu prends quelques légumes, tu mets ta carcasse, quelques légumes, et tu as un bouillon d'os. Mais est-ce que tu recommanderais toutes les graisses de bœuf ou il y a quand même quelque chose à voir sur la qualité? Non. En fait, c'est vrai que si tu es habitué de consommer la graisse de bœuf de qualité, mais t'as tout à fait raison. En fait, ça dépend de la nourriture des animaux. Si les animaux sont élevés de manière naturelle avec de l'herbe, du foin toute l'année, en fait, ils vont emmagasiner des bonnes vitamines dans leur graisse et pas de toxines. Par contre, s'ils sont nourris avec des céréales, ce qui va se passer, c'est un peu tout le contraire. C'est qu'ils vont emmagasiner des toxines, beaucoup d'oméga 6 inflammatoires. Et donc là, il vaut mieux éviter la graisse d'animaux. Donc ça dépend vraiment de la qualité. Après, il y a aussi quelque chose, c'est que plus l'animal est vieux, et plus il va emmagasiner de vitamines et avoir une graisse de qualité. C'est pour ça que, par exemple, chez les Amérindiens, ce qu'ils racontaient, c'est qu'en période d'abondance, en fait, ils tuaient les bisons qui étaient les plus vieux, et ils ne prenaient que la graisse et la langue. Pourquoi aussi la langue? Parce qu'elle est très riche en nutriments. Et ils ne prenaient que la vieille graisse. Et si tu regardes tous les explorateurs, ce qu'ils racontent des premiers hommes, notamment les explorateurs quand ils arrivent en Amérique, ce qu'ils racontent, c'est que tous, ils vénèrent la graisse et la vieille graisse des animaux, parce qu'ils disent ça nous donne de l'énergie, ça nous renforce, ça nous rend fort, ça nous empêche de tomber malade. Et c'est quelque chose qui revient souvent. Par exemple, chez les Mongols. Chez les Mongols, on te dit voilà comment tu vas quand ils se rencontrent, mais une des choses qui revient tout de suite, c'est comment va la queue de ton mouton. Pourquoi? Parce que c'est des éleveurs qui élèvent des moutons, et la queue du mouton, en fait, c'est là où se situe la graisse. Et donc, si la queue de ton mouton est pleine de graisse, eh bien, ça veut dire que tu vas avoir de la bonne graisse, tu vas être en forme, tu vas pouvoir nourrir ta famille. Waouh, ok, incroyable. Tu vois? Ah ouais, c'est incroyable. Donc, du coup, tu recommanderais plus, c'est pour ça que tu recommandes plus la graisse de bœuf que d'agneau, parce que c'est des animaux qui sont plus vieux, ou que de veau, par exemple? Oui, dans l'idée, tu remarqueras que c'est une graisse qui est plus dure. Ouais. Tu vois, donc et plus de goût surtout. Tu suis ton goût, tu regardes qu'est-ce qui est le meilleur au goût. Oui, c'est vraiment une graisse de qualité. Et surtout, ça a toujours été utilisé. Tu vois, on a toujours cette idée de on cuisine à l'huile d'olive depuis des milliers d'années. Les Romains, l'huile d'olive, ils l'utilisaient pour mettre sur la tête, enfin pour le visage, pour les cheveux, mais ils cuisinaient pas vraiment avec. Alors oui, il y a des recettes, mais pour autant, c'était d'abord la graisse de porc, la graisse de vache et la graisse de mouton qui est utilisée partout dans le monde. Mais d'ailleurs, même en France, on a une grosse culture avec ça, avec le saindoux, donc la graisse de porc, avec aussi la graisse d'oie, de canard. En fait, dans tout avant, dans ta soupe, tu mettais de la graisse de porc, enfin, tu mettais tout ça. Sauf que, moi, ce que j'ai essayé, c'est prendre de la graisse de porc, ok. Après, t'as mal à la tête, je sens de l'inflammation, je me dis, c'est bizarre. Mais oui, parce qu'en fait, si le porc, il a mangé des aliments qui ne conviennent pas à son corps, en fait, ça crée des toxines qui se logent dans la graisse. Et c'est pour ça qu'on dit la viande graisseuse, tout ça, faut éviter. Parce qu'en fait, si les animaux sont mal nourris, tu te retrouves avec des trucs, voilà. Mais surtout qu'en plus, pour le porc, pour le coup, en France, 95% du porc, il est élevé, comme on dit, en batterie, il est enfermé. 95%. 95%. C'est l'animal qui est le moins bien élevé, pour le coup, en France. C'est seulement 5% des porcs qui sont élevés en plein air.
Et c'est pas pour autant en plus qu'ils ont la bonne alimentation et tout, mais juste déjà ça. Et 95% qui sont du coup élevés en intérieur et voient jamais une fois la lumière du jour, quoi. Ok, mais quitte de l'huile de tournesol. Parce que ça, faut qu'on en parle. Tu veux revenir sur ça? Allez. Bah, franchement. C'est intéressant, important, ouais. Moi, je pensais qu'à la base, l'huile de tournesol, c'était bon pour la santé. J'en prenais et qu'est-ce qui se passait? C'est que j'avais beau faire du sport, j'avais beau faire des régimes, j'avais beau faire tout ce que tu veux, je prenais du poids. Et le jour où j'ai arrêté cette huile et les autres huiles dites végétales très bonnes pour la santé, bah, les abdos sont apparus assez rapidement sans faire d'efforts. Même je fais moins de sport qu'avant et je suis plus en forme. Et ça s'explique, c'est qu'aujourd'hui, bah, comme tu le disais, il y a plusieurs études scientifiques qui vont dans ce sens en disant qu'elle est inflammatoire. Ouais. Alors justement, l'inflammatoire pour 2 raisons. Ouais. Déjà, la première, c'est le raffinage. Ça, c'est le pire. Et de toute façon, pour toutes les huiles, c'est ce qui les dénature le plus. Parce qu'en fait, lorsque l'huile va être raffinée, donc elle va être montée à haute température jusqu'à presque 200 degrés, voire des fois plus. Et en fait, ils font ça pour pouvoir en fait détruire les odeurs qu'il y a naturellement donc dans la graine. Ensuite, pour pouvoir la rendre la plus uniforme possible, enlever toutes les impuretés. En fait, ils font ça vraiment pour la rendre la plus neutre possible. En fait, c'est pour ça que ça a aucun goût d'ailleurs l'huile de tournesol. Okay. Mais le problème, c'est que quand ils font ça, ça va créer du coup des sous-produits d'oxydation qu'on appelle du coup de la peroxydation, et ça va créer des molécules comme les aldéhydes, je me rappelle bien, comme les aldéhydes. En fait, les aldéhydes, ça a été même reconnu même par des agences nationales du cancer, qu'ils pourraient avoir des molécules potentiellement cancérigènes, et que ça pouvait même favoriser certaines maladies comme le diabète, comme le Alzheimer, Parkinson. Bon, pour l'instant, c'est que des peut-être, mais en tout cas, c'est des molécules qui sont vues très toxiques, tout simplement dues à l'oxydation qui va se passer à la suite du raffinage. Et donc, tout ça peut avoir déjà des grands méfaits par rapport au fait de consommer de l'huile raffinée. Et après, l'huile tournesol en tant que telle, elle est très riche en oméga 6. Ouais, donc même si c'est pas raffiné, même si elle est première pression à froid, il y a beaucoup d'oméga 6, et les oméga 6 aussi, c'est pro-inflammatoire. Donc c'est ça qui va poser un problème aussi. Mais surtout, ce qui est dingue, c'est que cette huile, on la trouve absolument partout, même dans les produits dits healthy, tu vas la retrouver, tu vas au restaurant, même partout, c'est de l'huile de tournesol. Quand tu manges des frites, le problème, c'est pas les patates des frites, c'est parce qu'on a mis de l'huile de tournesol, c'est pour ça que ça te fait grossir. D'ailleurs, tu vois la différence, par exemple, avec les frites qui sont faites dans la graisse de bœuf, comme il y a par exemple dans le Nord ou à Lille, ou même c'est quoi, Danemark aussi, ils font les frites dans la graisse de porc aussi. Ils utilisent souvent, bon après du coup. Le problème c'est que ça dépend parce que souvent le porc c'est pas. C'est pour ça qu'on me dit le porc devient aussi très inflammatoire parce qu'on lui donne une alimentation industrielle. Et justement après la graisse du coup devient très riche en oméga 6 derrière. C'est ça. C'est pareil pour la greffe de bœuf, elle peut être riche en oméga 6 s'ils sont mal nourris. C'est vrai. Donc c'est parce qu'on leur donne des graines tout simplement, au lieu de l'herbe on leur donne des graines, donc ça fait le même effet. Mais l'huile de tournesol c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Et donc c'est tout ça justement qui crée l'inflammation, tu vois, c'est le raffinage et la richesse en oméga 6. Ce qui est drôle c'est que la consommation de ces huiles-là, si tu remarques, elle coïncide totalement avec l'explosion de l'obésité, alors que la consommation de sucre ne coïncide pas avec l'explosion de l'obésité. Parce que si tu regardes, par exemple, en 1950, ils consommaient énormément de sucre. Ouais. Et par exemple, depuis 20 ans, on consomme, je crois, moins 20% de sucre par rapport aux années 90. Okay. L'obésité, elle a pas du tout reculé. Elle a même augmenté. Et dans les années 50, les gens ne faisaient pas beaucoup de sport, il n'y avait pas de salle de gym. Et pourtant, tu peux voir, par exemple, dans les rues de New York, tous les gens sont super fit. Ouais. T'as des images d'archives, même en France, les gens sont fit. Pourtant, ils font pas de sport. Alors oui, certains prennent le vélo, certains marchent, mais beaucoup habitent en ville, prennent la voiture. Pour autant, est-ce qu'ils vont développer des physiques obèses? Non, ils sont très fit parce que qu'est-ce qu'ils consomment? Ils consomment que des matières naturelles. Ils consomment des graisses naturelles issues de bœuf, de porc, voilà. Ils consomment des produits naturels. Ils consomment pas de produits transformés. En fait, c'est là le souci. C'est vraiment les produits transformés. C'est quand tu ajoutes de l'huile de tournesol plus du sucre. Alors là t'as un combo. C'est ça, c'est le combo le pire. Parce que en soi, tu peux faire des gâteaux, tu peux faire des pâtisseries avec de la bonne graisse et du bon sucre, et tu verras que tu vas pas vraiment grossir. Tu vois, il faut vraiment forcer pour grossir. Tu sais que par exemple, il y a un peuple comme ça en Afrique où le but c'est d'être très gros. Alors plus ils sont gros, plus ils ont un gros ventre et plus ils vont pouvoir se marier avec une belle femme. Enfin, tu vois, c'est ça. Et ce qu'ils font, c'est que pendant 6 mois, ils s'enferment et ils boivent du lait et du sang et ils se goinfrent. Mais ils se goinfrent, tu vois. Et au bout de 6 mois, une fois qu'ils sont mariés, au bout de 6 mois, ils retrouvent une taille, un poids normal. Parce que c'est très difficile de grossir dans un monde non moderne. Par exemple, même en Mauritanie, les femmes, pour se marier, avant de se marier, on les gavait.
Et comment on les gavait? On leur mettait comme les oies, et on les gavait de lait, mais c'était 2, 3, 4 litres par jour, tu vois. C'est ce qu'il y a, faut vraiment se dire que pour devenir gros sans les produits industriels, ça demande beaucoup de technique, tellement c'est difficile, parce que notre corps n'est pas fait pour être gros. Tu regardes même par exemple les Inuits ou tous les peuples comme ça qui mangeaient énormément de graisse toute la journée, ils sont pas gros. Tu vois les images d'archives, ils sont pas gros. Ils ont un peu de graisse, mais ils sont pas gros. Les rois, par exemple, au XVIe siècle en Angleterre, certains devenaient obèses. Mais regarde ce qu'ils mangeaient. Ils mangeaient des tonnes et des tonnes de viande. C'est plusieurs kilos c'est 1 kilo par jour de viande, c'est quelque chose comme ça, 1 kilo de pain. Enfin, c'est les quantités, c'est astronomique. Les rois, ils mangeaient jusqu'à 6000 calories par jour. Ah ouais, okay. Ah oui, selon les textes, c'est 6000 calories par jour. Donc, effectivement, que tu peux grossir avec ça, tu vois. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où tu manges 3 gâteaux, tu grossis, tu sais. Parce que, en fait, on a transformé les choses, et en fait, c'est tellement pas des aliments que le corps, ça ralentit son métabolisme, et du coup, c'est pour ça qu'il grossit. C'est ça. Et justement, je crois que justement les huiles raffinées, notamment tournesol, elles ralentissent aussi le métabolisme par rapport justement oui, tout à fait. Moi, je l'ai vécu, tu sais. Je prenais beaucoup de ces huiles, et en fait, mes poils ne poussaient plus. J'avais plus de libido, j'étais tout le temps fatigué, je prenais du poids rien qu'en y pensant, malgré le fait que je mangeais de moins en moins, que je jeûnais, enfin j'étais explosé de fatigue. Et le jour où j'ai arrêté ça, ma vie elle a changé. Et d'ailleurs, ce que je disais en plus par rapport au fait d'emmagasiner de la graisse, c'est aussi la différence, comme tu disais par exemple en Afrique et tout, c'est que quand même ils utilisaient cette graisse. Ça veut dire qu'en fait, si juste tu manges en permanence, parce qu'en fait c'est comme par exemple si tu prends les ours ils sont très gros, mais en fait s'ils gardent autant de graisse, c'est pour au bout d'un moment pouvoir l'utiliser après dans des périodes où il y a moins d'aliments, etc. Oui, mais il y a aussi c'est que les ours, tu vois, ils vont perdre jusqu'à 2/3 de leur poids. Genre une ours, je crois, elle va peser jusqu'à 500 kilos et descendre jusqu'à 92, hein, quelque chose comme ça. Donc c'est énorme. Ouais, parce que c'est l'hibernation qui fait que du coup ils utilisent la graisse. Et tous les animaux qui hibernent, mais l'être humain, à part des cas d'hibernation assez rares, par exemple en Russie où ils mangeaient un repas par jour, ils dormaient toute la journée l'hiver, les Inuits n'hibernaient pas, tu vois, même l'hiver. Donc nous, on est plutôt comme les primates. Tu regardes les singes, par exemple, les primates, hein, ils ont pas c'est rare qu'il y ait des excès de graisse. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est quand même, on a été confronté à avoir des périodes de jeûne dans l'histoire, parce qu'on n'est pas toujours de l'alimentation en illimité, tu vois. Déjà avec les fruits par exemple c'est temporaire, avec la viande aussi il faut réussir à avoir l'animal. Donc je pense que dans notre histoire on a dû avoir ce truc de avoir une capacité à jeûner, et donc je pense pas être hyper gros, mais tu vois si on stocke de la graisse en plus facilement, c'est bien qu'il doit avoir quand même quelque chose du fait qu'il y ait une utilité pour le corps. On en stocke vraiment facilement. Est-ce que c'est pas justement parce qu'on fait vraiment n'importe quoi? Parce que après, si tu manges un régime normal et que tu manges quand même suffisamment, tu prends pas de poids. Je pense que même avant qu'il y ait l'alimentation industrielle et tout, je pense qu'il doit quand même avoir des gens qui stockaient du poids. Bien sûr, ça doit être beaucoup moins systématique qu'aujourd'hui, ce qui est logique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que si la graisse était stockée mais qu'elle était utilisée, c'est quand même différent. C'est-à-dire que si il y avait consommation de graisse et après utilisation, par exemple avec du jeûne ou du sport, etc., je pense que il y a un ratio différent. De tous les livres que j'ai lus, j'ai rarement vu des peuples qui jeûnaient. C'est quelque chose qu'on trouve rarement. Généralement, ils disent qu'ils sont toute l'année, ils sont fit. Même les Inuits, ils sont pas gros, quoi. Il y a pas des périodes, il y a pas vraiment de période de jeûne. Il y a des périodes où ils ont rien à manger, où ils bouffent du cuir, ils bouffent du cuir, des chaussures. Enfin, tu vois, il y a tellement rien à manger. Mais donc ils sont pas, c'est pas des cadavres, tu vois. Ils ont pas la peau sur les os, mais ils ont pas non plus des plus 30 kilos, tu vois. Ça, c'est des choses. J'ai l'impression que c'était très rare. Non, il y a vraiment pas trop ce truc. Parce que d'ailleurs, avec l'obésité, il y a un truc qui est assez intéressant. Ouais. C'est que pendant les périodes de guerre, il y a eu du coup des périodes de grande famine. Ouais. Et pendant ces périodes-là, lorsque ces personnes ont recommencé à manger, il y a eu des mutations qui sont passées au niveau de leurs gènes. Et donc, il y a des gènes qui se sont créés. Et ces gènes, en fait, font en sorte que puisque la personne remange et qu'elle était en période de famine, elle va avoir tout le temps faim. Peu importe ce qui va se passer, tout le temps, tout le temps. Le problème, c'est que ces gènes-là, ils ont continué génération après génération à se transmettre. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui sont obèses et qui ont encore faim. En fait, c'est pas de leur faute. C'est juste qu'ils ont ce gène qui est exprimé en permanence et qui fait que, du coup, elles vont avoir faim à chaque fois, quoi. Mais tu sais que même les traumas passent de génération en génération. Et ça a été prouvé. Au point de vue biologique, ça se comprend. Hein. Mais c'est fou parce que... Oui, parce que c'est toujours dans l'idée de protection, en fait. Parce que les traumas, justement, ils vont être, je pense, hérités, justement, pour pouvoir protéger après les générations futures du problème. Parce que le trauma est toujours généré par un problème. Donc,
petit résumé, huile d'olive, ok, mais cuit à la poêle. Huile de tournesol, ciao. Huile de lin à froid, huile de noix à froid. Un truc sur l'huile de tournesol, parce qu'il y a l'huile de tournesol oléique. Ah oui. J'ai juste d'en parler. Ouais. Donc l'huile de tournesol oléique, du coup, c'est une huile de tournesol qui a beaucoup d'oméga 9, donc du coup, qui vient contrebalancer avec les oméga 6. Le seul, entre guillemets, petit problème, c'est pas un problème, mais c'est juste que ce sont des variétés modernes, ce sont pas des variétés anciennes. Ça veut dire que dans la nature, tout récent, c'est très récent. Donc dans la nature, ça n'existe pas. Du coup, on n'a pas vraiment de recul. Ouais, déjà, mais surtout, ça veut dire que dans la nature, il n'y a pas de graines de tournesol riches en oméga 9. Naturellement, les graines de tournesol ont toujours été riches en oméga 6. Juste par rapport à ça. Mais par contre, voilà, si on utilise de l'huile de tournesol, vaut mieux utiliser de l'huile quand même de tournesol oléique plutôt que de l'huile de tournesol classique, parce que forcément, on aura quand même un bénéfice avec les oméga 9. Mais sinon, l'idéal, c'est quand même gras de bœuf de pâturage, gras de porc de pâturage, le gras de mouton de pâturage. Le ghee aussi. Le ghee. Et on oublie l'huile de coco. Ouais. Et notre huile aussi. L'huile de palme vierge rouge. Alors celle-là, on peut en parler aussi de l'huile de palme, c'est intéressant. Elle est très très riche en vitamines E. Ouais. Alors attention, parce qu'elle peut parfois être frelatée. Tu vois, elle a vraiment mauvaise presse. Parce que oui, il y a de la déforestation. Mais tu sais que la déforestation de l'huile de palme, en fait, le truc, c'est que ça consomme beaucoup moins d'espace que, par exemple, des huiles de tournesol. Oui, mais au-delà de ça, en plus... Donc ça règle pas le problème. Non, mais le truc, c'est que la déforestation de l'huile de palme n'est pas liée à la consommation d'huile de palme rouge, mais de l'huile de palme raffinée, notamment pour des produits industriels. En fait, les produits industriels, quoi. Ouais, mais l'huile de palme rouge, moi, tu vois, souvent, c'est celle du Cameroun ou quoi. Il n'y a pas de déforestation. Déjà, voilà. Et même pour la santé, ça n'a absolument rien à voir, parce que l'huile de palme a très mauvaise presse. On dit qu'elle est très riche. J'avais même vu qu'elle était très riche en oméga 6. On disait que c'est une huile aussi qui est très inflammatoire, etc. Alors, ça peut être vrai, moi, je pense, dans un contexte de raffinage. Là, oui, encore une fois, puisque c'est raffiné. Donc, forcément, encore une fois. Je vais te raconter mon expérience. J'étais au Cameroun et je goûte un plat et je dis, attends, là, il y a un problème. Quelle huile vous utilisez? Et là, il me dit, elle monte de l'huile de palme raffinée. Je dis, mais pourquoi vous utilisez ça alors que vous avez de l'huile de palme rouge? Elle me dit, bah, celle-là, c'est la plus chère, c'est celle, tu vois, c'est la plus chère, c'est la meilleure. Et je dis, bah, non, en fait, on vous a arnaqué quelque part. Faut consommer l'huile de palme vierge rouge, la naturelle. Elle me dit, celle-là, celle qui vaut rien. Je dis, oui, celle qui vaut rien, celle qui, voilà, c'est la moins chère. Qui est faite naturellement, ouais. Voilà, qui est faite naturellement, c'est la meilleure. Tu vois? Et ça, vraiment, on fait croire aux gens, en plus des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, tu vois, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qu'il faut prendre l'huile raffinée, tu vois, c'est le top du top. Même une fois, tu sais, j'étais en Mauritanie et je me rappelle au repas, à chaque fois, ils mangeaient des coquillettes. Ils mangeaient des coquillettes qui venaient d'Italie. Ils me disaient, mais t'en veux pas? Je disais, non, moi, je vais manger des patates douces qui poussent dans le fleuve, c'était le fleuve Sénégal. Et ils me disaient, ouais, on a juste à ramasser, mais c'est la nourriture pour les cochons. Pourquoi toi, tu veux manger ça? Et tu vois comment on tourne. Et par exemple, t'avais quelqu'un, il m'avait pris on avait fait un voyage en stop comme ça, et lui était au Burkina Faso, il était marié à une femme du Burkina Faso, et un jour, il l'invite dans un restaurant, un grand restaurant, mais tu sais, pour les Français. Et la nana, elle est là, elle hallucine parce que on lui sert des patates douces frites. Elle fait, mais pourquoi c'est des patates douces? Je viens dans le resto le plus cher, tu m'invites dans un beau resto, et c'est des patates douces, mais c'est la nourriture tu vois, c'est la nourriture des pauvres. Ouais. Et lui, il dit, ouais, mais tu sais, en Europe, en fait, pour nous, c'est la nourriture des riches. Et tu sais, il y a vraiment un retournement en fait, la nourriture naturelle est vue comme quelque chose pour les pauvres, et du coup, elle est délaissée au profit d'une alimentation raffinée, une alimentation, à l'européenne, faite de pâtes raffinées, de pâtes de mauvaise qualité. Et en fait, ils se font complètement avoir par ça, quoi. Après, c'est aussi l'humain qui est fait comme ça, c'est-à-dire de penser toujours à l'innovation, le fait que si c'est plus récent, si c'est nouveau, etc., donc forcément, ce sera mieux. Après, dans un sens, ça peut être vrai aussi, tu vois. Et je pense que même, c'est-à-dire que l'évolution, forcément, qu'on est toujours lié à l'évolution, et dans l'évolution, il y a des choses qui se passent de bien. Et donc, du coup, je pense qu'inconsciemment, il y a ce truc aussi de se dire, les patates douces, par exemple, cet exemple-là, on a toujours mangé et tout, c'est un peu le truc des pauvres. Alors que là, si on arrive sur des choses un peu plus chères, etc., on va penser que puisque c'est en rapport avec l'évolution, donc forcément que ça va être de meilleure qualité. Je le vois très souvent, par exemple, au Cameroun, au fin fond j'étais vraiment allé au fin fond, tu vois, pour aller voir les pygmées, les peuples qui vivaient à l'ancienne. Ils vivaient à l'ancienne, sauf qu'à l'intérieur des cases, qu'est-ce que je vois? Je vois du bouillon Nestlé, là, je sais pas quoi. Bouillon cube. Plein d'additifs. Et on voit les gens, ils sont ralentis du cerveau. Enfin, et tu sais, on pose des questions et ils nous racontent qu'effectivement, quand tu creuses, il y a 40 ans, ils étaient en pleine forme, ils avaient pas de problème de nerveux, ils avaient pas de soucis, tu vois. Et aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont de l'alcool. On leur donne de l'alcool, tu sais, sec. T'as des camions entiers qui viennent, mais c'est effroyable, hein. C'est quoi l'alcool sec? En fait, ils amènent de l'alcool, mais je crois que c'est sec et qu'il faut réhydrater.
De l'alcool sec? Ouais, et ils inondent, ils vendent ça aux mecs qui ont rien, tu vois. Ouais. Alcool, des bouillons, des trucs comme ça, et du coup, les mecs, ils sont déchirés, quoi. Et après, on dit, ouais, non, ils sont pauvres, on va les aider. Ouais, on va les aider. Vous avez vu comment vous les aidez? C'est pour du business, tu vois. Donc, c'est horrible. Après, je sais pas si c'est forcément de mauvaises intentions. Ah, d'amener de l'alcool à des peuples premiers au fin fond, peut-être que c'est justifié pour faire prendre feu plus facilement. Non, c'est de l'alcool à boire, tu vois. Moi, ça m'a choqué. Hein. Ça m'a choqué. Genre, je me dis, mais en fait, il y a vraiment une hypocrisie énorme où, sous couvert de faire de l'humanitaire ou des trucs comme ça, en fait, tu détruis des peuples entiers. Et c'est effroyable parce que quand tu lis les textes, même avant les premiers explorateurs, ils disent, mais ces gens-là, ils ont une force, ils ont une intelligence, c'est incroyable. Et tu viens maintenant, ils sont déchirés, quoi. Tu vois. Pourquoi? Parce que l'alimentation moderne. C'est tout le problème de l'asservissement aussi. Hein. Le fait de vouloir des fois trop aider ou être dans un sens, tu vois, de vouloir rendre les choses trop simples. Des fois, ça. De toute façon, on l'a vu nous dans le monde moderne. Hein, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Maintenant, on fait même plus à manger, on va commander, tu vois. Ça veut dire que tout est déjà fait, on n'a plus besoin de rien faire. Et donc du coup, tout ça crée un asservissement et forcément que derrière il y a un coût à ça. C'est ce qui passe par exemple pour les aborigènes d'Australie. Les mecs, la première fois, les explorateurs arrivent, ils disent, les gars, ils voient dans le noir, ils sont capables de courir 4 jours sans boire ni dormir, sans manger. Attends, comment ça, ils voient dans le noir? Ouais, les mecs, ils disaient, ils voient dans le noir. Ils arrivent à percevoir des choses que nous, on est incapables, comme si c'était des choses, ils captent beaucoup plus, ils ont une capacité à se repérer dans un désert où il y a rien, à chasser dans un désert où il y a rien du tout, c'est des dépisteurs hors normes. En fait, ils ont des sens qui sont beaucoup plus ils sont super costauds, ils sont super résistants, ils vivent dans des environnements, mais tu dures même pas 3 jours là-bas, tu vois. Eux, ils vivent toute leur vie tranquille. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les mecs, ils savent plus rien faire, c'est pas qu'ils savent plus rien faire, mais ils boivent de l'alcool, ils fument, en fait, ils ont été complètement détruits par ce progrès. Et ce qui est dingue, c'est vraiment le contraste où les gars étaient au-dessus, et aujourd'hui, ils sont KO, tu vois. Et pourquoi? C'est parce que, le monde moderne, quoi, tu vois, genre, et t'as pareil avec les Inuits, dans les années 20, t'as un Danois, un médecin, il vient, tu vois, il fait tout le Groenland. Okay. Et les Inuits, ils se moquent de lui parce que le gars, il est médecin et il vient soigner les malades. Mais ils disent, mais il n'y a pas de malade, en fait. Et le mec finit par tomber malade, tu vois. Le médecin finit par tomber malade. Du coup, ils se moquent un peu de lui. Ils disent gentiment, le pauvre médecin. Parce qu'eux, ils tombaient pas malades. Mais tu viens, 50 ans plus tard. T'as eu les Américains qui sont arrivés, qui ont ouvert une base. T'as eu les comptoirs qui ont ouvert. Ils ont accès à de la nourriture transformée, à des boîtes de conserve, à du sucre blanc, à de la farine blanche, à des cigarettes, à du café. Qu'est-ce qui se passe? Les hôpitaux sont bondés. Il n'y a plus de place. Ils sont tous malades. Jean Mallory, dans les années 50, il y va. Il dit, waouh, ils sont forts, ils sont costauds. Il va tout en haut, tu vois. Vraiment, c'est un endroit du monde où, tu vois, il fait quasiment nuit 6 mois de l'année. Il fait jour 6 mois de l'année, le soleil. Dans les années 50? Dans les années 50, il va là-bas. Il reste 1 an. Il dit, mais c'est incroyable. Ils ont des dents parfaites, ils sont en pleine forme, tout ça. Il revient 20 ans plus tard. Il dit, je comprends pas. Même les gamins de 14 ans, ils sont édentés, ils ont perdu toutes leurs dents. Les vieux, ils sont dans l'alcool, ils ont plus d'énergie. 20 ans après? 20 ans après. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? Industrialisation. Il y a une base américaine qui a ouverte. Ils ont ramené de la nourriture moderne. Ils en ont passé aux locaux. Ça détruit tout. Et même, déjà dans les années 20, t'as Weston Price. Il étudie 3 groupes d'Esquimaux. T'en as, ils ont quasiment la moitié de leurs dents carriées. T'en as d'autres, ils ont quelques caries. Et t'en as, ils ont 0 caries. Okay. Pourtant, ils ont plus ou moins le même mode de vie, ils ont la même génétique, et ils vivent dans le même environnement. Pourquoi t'en as qui ont plus de caries que d'autres? Eh bien, t'as ceux qui vivent avec les Blancs, tu vois, qui vivent avec les civilisés, qui vivent avec ceux qui ont le progrès, avec ceux qui ont de la nourriture industrielle ou même raffinée, tu vois, du sucre blanc, de la farine blanche. Alors eux, ils ont plein de caries. Ceux qui vivent avec eux, ils ont plein de caries. T'as ceux qui ont un peu moins de caries. Eux, ils vont de temps en temps chercher du sucre blanc, ils vont de temps en temps chercher de la farine blanche, mais ils ont quand même gardé leur alimentation traditionnelle. Eux, ils ont des caries, mais un peu moins que les autres. Et t'as ceux qui n'ont pas du tout de caries. Eh bien, eux, ils ne vont jamais voir les blancs. Ils ne consomment pas le sucre blanc, ils ne consomment pas les boîtes de conserve, ils ne consomment pas la farine blanche, ils gardent leur nourriture traditionnelle. À 100%. Et eux, n'ont pas de caries. Et même, pour aller plus loin, d'autres explorateurs ont vu la même chose, ils ne développent même pas de cancer. Alors que ceux qui vivent avec les blancs,
développent des cancers. Et ça, tu vas me dire, oui, mais bon, c'est peut-être les Inuits. Mais en Afrique, c'est la même chose. Dans la plupart des pays où tu as des explorateurs, où tu as des médecins, par exemple, qui travaillent en ville, ils te disent, mais en brousse, quand je vais là-bas, personne n'a de cancer. Par contre, dès qu'ils viennent en ville, là, ils commencent à développer des cancers après quelques années. Parce qu'au-delà de l'alimentation, ici, il y a tout l'environnement qu'il y a autour. C'est-à-dire que c'est pas pollué, c'est des espaces quand même naturels. Ça a l'air d'être lié à l'alimentation parce que les Inuits, ils ont quand même un environnement qui n'est pas pollué. Ouais. Ah oui, tu veux dire entre ceux qui, comme tu dis, côtoyaient les Blancs et ceux qui restaient dans un mode de vie plus traditionnel au niveau de l'alimentation, il y avait une différence entre les deux, ouais. Donc il y a ça aussi, ouais, c'est vrai. Et puis surtout qu'en plus, quand tu passes vraiment de avoir mangé tout le temps comme ça et tes ancêtres qui ont tout le temps mangé de la nourriture, tu vois, non raffinée, non transformée, etc. Et d'un coup, tu passes à une nourriture transformée et tout, je pense que la transition est tellement violente que forcément que ça crée des problèmes, tu vois, parce que le corps réagit forcément et crée des symptômes et donc forcément ça doit créer des maladies. Mais tu sais que même chez les animaux, ça fait la même chose. Des chats, par exemple, Pottinger, dans les années 40, il prend 900 chats. Aujourd'hui, tu peux plus faire des études sur 900 chats. Enfin, tout le monde va te tuer, quoi. Il prend 900 chats. C'est dans les années combien, 40. 40, ok. Et il leur donne de la nourriture soit très cuite, soit pas crue. Okay. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'au bout de la première génération... Soit de la viande? C'est de la viande. Ouais. Ceux qui mangent de la viande crue, ils n'ont pas de problème. Parce qu'il y a tous les nutriments. Donc surtout, ils se reproduisent. C'est leur régime alimentaire naturel. Voilà, régime naturel de base. Ils se reproduisent, ils n'ont pas de problème de santé. Okay. Ceux qui mangent que de la nourriture cuite, la première génération, les bébés et tout ça, ils ont des petits soucis, tu vois. Ils marchent un peu moins bien, ils sont un peu moins rapides, un peu moins forts, un peu moins costauds, des os moins costauds. Deuxième génération, c'est de pire en pire. Troisième génération, tu sais ce qui se passe? Ils n'arrivent même plus à se reproduire. Ils n'arrivent même plus à s'accoupler. Les femelles, elles ont de moins en moins les caractères d'une femelle. C'est-à-dire, elles ressemblent à des mâles. Les mâles ressemblent à des femelles. Je sais pas si ça te fait... Enfin, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Tu vois. Moi, je l'ai vécu, le fait d'avoir consommé une alimentation beaucoup plus riche en gras, enfin, en vrais produits. Bah, je développe plus de caractère mâle. Tu vois, je peux montrer une photo. Voilà, quoi. Et là, j'avais 22 ans, tu vois, à ce moment-là. Tu vois, c'est effroyable. Et oui, parce que c'est les nutriments que tu vas apporter à ton corps. Plus tu apportes de nutriments, et plus ton corps va fabriquer les hormones et tout ce qu'il faut pour pouvoir être justement en forme. Tu vas être qui tu dois être. C'est ça, exactement. Biologiquement. C'est ça. Après, tu peux faire ce que tu veux, mais il y a vraiment cette notion. Et ce qui est dingue, c'est que sur les animaux, c'est la même chose. Et c'était dans les années 40. Et quelle leçon on en a tiré? Aucune. Parce que regarde, aujourd'hui, on a de plus en plus de cas de personnes qui ne peuvent pas se reproduire. Pourquoi? Parce que le corps n'a plus les capacités, l'énergie pour se reproduire parce qu'il manque de tous les nutriments. Et on va dire, oui, non mais on manque de vitamine D. Non mais il n'y a pas que ça, il y a toutes les vitamines, on manque vraiment de tout. Pourquoi les peuples premiers, par exemple, ils étaient en pleine forme? Et ils arrivaient à bien se reproduire d'année en année alors qu'ils vivaient dans des endroits sans médecine, sans rien. Mais ils avaient 40 fois plus de minéraux, de tous les minéraux, et 10 fois plus de toutes les vitamines. 10 fois plus. Je sais pas si tu situes 10 fois plus. C'est énorme. Et ce qui se passe, c'est quand tu fais ça, eh bien, les caries, t'en as moins. Tu vas avoir, par exemple, tes os vont mieux repousser. Tu vois, tu vas avoir tu vas beaucoup moins tomber malade. Enfin, par exemple, il avait remarqué que l'hiver, dans certains coins des États-Unis, les gens tombaient beaucoup plus souvent malades. Ouais. Puis il regarde, il dit attends, alors oui, l'hiver, voilà, mais il y a aussi quoi? L'hiver, c'est que tu as beaucoup moins de vitamines dans les aliments, notamment dans le beurre. Parce que les vaches, elles boutent pas d'herbe l'hiver, elles boutent du foin. Du coup, la teneur en vitamines de ce qu'elles mangent, elle est beaucoup plus basse. Et lui, il avait remarqué que, en fonction du nombre de vitamines que tu consommais, eh bien, t'allais plus ou moins tomber malade. Et c'est vrai que on sait très bien que moins t'as de vitamines, et plus tu vas être sujet à des cas de maladies. Et d'ailleurs, on le sait très bien, hein, dans les camps où il y a de la malnutrition, explosion des maladies. Quand ton corps n'est plus nourri, les maladies explosent. Les cas, par exemple, je crois que c'était au Rwanda, t'avais une famine dans les années 30, ils tombent tous malades. Ouais, forcément. Parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Le corps, il n'arrive plus à survivre. Et l'explosion des maladies. Donc, on vient de pas me dire, vous tombez malade. Non, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez? Ça devrait être la première question. Parce que oui, c'est corrélé, on le sait. Enfin, il y a des faits, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est que en Chine, la médecine traditionnelle chinoise, c'est l'inverse, en fait, du système occidental. Ça veut dire que les médecins sont payés que si le patient, il est en bonne santé. Ouais. Et dès qu'il est malade, ils sont pas payés. Donc, ça veut dire que vraiment, leur but, c'est de prendre soin du après patient. Après aussi, c'est un business maintenant, la médecine.
C'est devenu un vrai business. C'est le problème, c'est que les médecins sont pris au piège par une industrie. Et même l'État français est pris au piège par une industrie. Bon, du coup, on s'est écarté du sujet. On s'est écarté du sujet de ouf. Donc, on disait pour les huiles, on finit, du coup. Bah, on a fini. On avait dit huile de palme. Juste que l'huile de palme rouge, c'est celle qui est nécessaire parce qu'elle est riche en nutriments. Non, mais on a fini sur les huiles. Ouais. Maintenant, on va passer aux glucides. Ok. Deuxième macronutriment. Ouais. On est persuadé qu'il ne faut pas consommer du sucre, que c'est dangereux, que c'est mauvais. En fait, il y a eu une inversion. Parce qu'à l'époque, c'était, ça veut dire que le sucre était diabolisé. Mais même aujourd'hui, le sucre est diabolisé. Alors que notre cerveau, il a besoin de sucre. Nos muscles ont besoin de sucre. Notre foie a besoin de sucre. En fait, tout notre corps a besoin de sucre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais déjà, on regarde de quel sucre on parle. Ouais, exactement. Tu vois, on parle des vrais sucres, des sucres que nos ancêtres ont toujours consommés et ils ne présentaient pas forcément de maladies. Ou on parle des sucres dits industriels qui, en fait, c'est pas des sucres. C'est un mélange de plein d'ingrédients. Bah, tu regardes, par exemple, un gâteau, c'est pas marqué sucre. C'est marqué sucre plus. T'as une liste, c'est un roman, le truc, tu vois. Et puis, en plus, il y a plein de formes de sucre. Ouais. Comme ça, c'est-à-dire que t'as le sucre raffinement, t'as le sirop de glucose, fructose. Tu disais pour le maïs, là. Ouais. C'est incroyable. Le sirop de maïs, c'est toxique. Ouais. Par contre, consommer du maïs, t'as des centenaires, t'as des peuples entières de personnes qui consommaient du maïs toute la journée. Et comme c'est pas un produit transformé comme le sirop de maïs, il y a pas de souci. Donc on peut consommer du maïs, on peut consommer des bons sucres. Tu vois, par exemple, la banane. Moi, je consommais jusqu'à 25-30 bananes par jour. Ah ouais, ok. Mais ça paraît beaucoup. Pourquoi ? Si tu consommes des produits transformés en même temps, ton corps va être plein de graisse, tu vas consommer plein de sucre, ça va pas rentrer dans ton corps parce que c'est bouché. Donc là, là c'est dangereux. Mais si t'as pas de graisse en toi, moi je consommais mes 25 bananes par jour, voire plus. Et tu consommais que ça ou tu consommais d'autres choses avec ? Non, je consommais quasiment que ça. Alors je dis pas que c'est à faire, mais par contre, ça montre bien une chose, c'est que c'est pas le sucre parce que j'avais pas du tout j'ai fait des tests sanguins, tout ça, j'avais une glycémie nickel, j'avais un taux de cholestérol magnifique, j'avais aucun problème, j'avais plein d'énergie, j'avais pas de pic glycémique ou je ne sais quoi. Ouais, pour toi c'est super bien passé. C'est ça. Mais par contre, tu fais banane plus tu prends de l'huile avec. là t'es mal. Tu vois, c'est vraiment voilà les combinaisons et c'est aussi mais c'est vrai que voilà la consommation de sucre elle est diabolisée. Moi je me rappelle par exemple à une époque j'ai commencé à consommer énormément de patates et j'ai cru que j'allais grossir. Tu vois, j'ai vraiment cru que j'allais grossir. Et je me suis mis aucune limite, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je consomme des patates, même tard le soir. Je prenais un peu d'huile d'olive avec des ours. Au bout de 4 jours, je vois quoi ? Je te jure, j'ai halluciné devant mon miroir. Hein. Je vois, je commence à avoir les abdos tracés. Et tu les avais pas de base ? Je les avais pas. Ça faisait des années que je galérais parce que je faisais des régimes, je faisais du jeûne. Je faisais du jeûne intermittent, du jeûne sec pendant 2 jours, tu vois, sans boire ni manger. Enfin, je faisais des trucs extrêmes. Ouais. Ça marchait pas. En fait, il faut revenir à la simplicité. La simplicité, c'est quoi ? Donne-toi ce dont ton corps il a besoin. Qu'est-ce qu'il a besoin ? Il a déjà besoin de sucre. Donne-lui des bons sucres. Mais ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on dit sucre, ça veut plus rien dire. Mais ça veut rien dire. Donc déjà, le sucre naturel des fruits, déjà, il a rien à voir avec le sucre même si il y a du fructose dans les fruits, puisqu'ils sont englobés de fibres, de plein de vitamines, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec du fructose qui va être extrait directement des fruits. Ça n'a absolument rien à voir. Et puis pareil, après, pour le sucre qu'il y a dans les aliments, dans les patates douces et dans les céréales de manière générale. Et d'ailleurs, aussi, par rapport à ça, il y a eu... Ouais, vas-y. Est-ce qu'on ferait pas une top tiers des sucres à consommer ? Pour moi, les meilleurs, c'est les fruits. Ah oui, les tu veux meilleurs dire en aliment, à consommer, c'est les fruits. Le deuxième, c'est tout ce qui est les patates douces, bananes plantains, les tubercules. Le troisième, c'est tout ce qui est les céréales, donc l'avoine, le riz, le blé mais ancien, c'est mieux. Le seigle, tout ça. Donc tu dirais céréales sans gluten, du coup. Céréales sans gluten, c'est mieux, à condition qu'ils soient trempés ou rincés et parfois fermentés, comme par exemple l'avoine. Ça les rendra beaucoup plus digestes et avec plus de nutriments à l'intérieur. Ou le blé, par exemple, avec du levain quand on le transforme en pain, par exemple. Voilà, tout à fait. Et après, je dirais que t'as le sucre blanc, t'as tout ce qui est les sucres rajoutés, tu vois, les sucres tout ce qui est sucre de coco, radapura, tu sais, les sucres, mais naturels un peu. Ouais, ça va, tu vois. Les sucres, mais moins transformés. Ouais, c'est ça. Non raffinés. Et je pense qu'après, à la fin,
Je sais même pas si on peut les mettre. Pour moi, c'est pas des aliments. Tous les gâteaux, les machins. Okay. On peut faire des gâteaux si tu utilises du vrai sucre, si tu utilises de la vraie graisse, enfin des vrais aliments. Il y a pas de souci. Mais là, tu parles de gâteaux industriels, c'est pas pareil. Mais même dans les boulangeries, tout ça, et je suis désolé, ils utilisent pas du vrai beurre souvent. Ils utilisent pas du bon sucre. Ils utilisent du sucre raffiné. Enfin. Même des fois, des trucs faits maison et tout. Franchement, ils mettent du sirop de glucose. C'est tellement cher aussi de. En fait, en vrai, c'est même pas leur faute, en réalité. En vrai, non, c'est pas en vrai, leur faute, les boulangers, pâtissiers. C'est-à-dire que s'ils avaient plus de moyens, en réalité, ils feraient de la qualité. Si on donnerait des aliments de qualité, ils le feraient avec aussi. Tout à fait. Ce que je voulais en venir aussi, c'était par rapport à la différence que pendant longtemps, même pour les sportifs, il y avait ce mythe de manger beaucoup de pâtes parce que il y avait des sucres lents. Et donc, du coup, tu sais, sucre lent, et donc, on disait, puisque le sucre est lent, du coup, ça va faire que, par exemple, pendant 2 heures, si tu vas aller courir, petit à petit, il va se diffuser dans le sang. En fait, on s'est rendu compte que sucre lent et sucre rapide, ça n'existait pas du tout. En fait, c'est sucre complexe et sucre simple. Et en fait, la différence, c'est juste que, donc, les sucres complexes, c'est des amidons. Et donc, en fait, c'est des chaînes de glucose. Et quand ils vont être décomposés, ils vont se décomposer en glucose, donc en sucre simple, qu'il y a notamment dans les fruits, dans le miel et dans ces aliments-là. Et en fait, le truc dont on s'est rendu compte avec ça, c'est qu'en réalité, ça n'a absolument rien à voir avec l'absorption. Ça veut dire, par exemple, si tu prends des pâtes blanches, elles vont être même plus sucrées, c'est-à-dire que l'assimilation va être plus rapide que du sucre blanc. C'est-à-dire que on dit que l'index glycémique est entre 75 et 95, alors sur du sucre blanc, c'est 70. Tu vois, ça veut dire que des pâtes peuvent être assimilé beaucoup plus rapidement que au final du sucre blanc. Et du coup de faire monter ta glycémie. Voilà, exactement. Donc au final, ça n'a rien à voir en réalité. C'est juste que oui, forcément, c'est moins digeste de manger des sucres complexes puisque en fait, le corps il va devoir les décomposer, alors que les sucres simples sont déjà décomposés. Mais par contre, au niveau de l'assimilation, pour le coup, ça n'a rien à voir. Et d'autant plus quand justement, c'est des céréales qui sont blanches, qui sont, par exemple, aussi il y a un processus de fabrication, tu sais, qui fait, genre par exemple avec le riz soufflé. Oui. Ah ben ça en fait ce que ça fait c'est que justement puisque ça va un peu exploser à l'intérieur le sucre, ça fait que du coup il va y avoir une espèce de prédigestion du sucre qui fait que du coup l'assimilation va être d'autant plus rapide. Et tu sais que ça apparemment c'est très toxique et moi je pensais que c'était tu vois par exemple les sarrasins soufflés. Ouais, les galettes. Pas les galettes, les tartinales là, les biscottes. Les biscottes. Je pensais que c'était healthy, tu vois. Je pensais que c'était bon pour la santé. Et en fait en me renseignant, apparemment, il y a 3 études sur le sujet et il y a 2 études qui n'ont jamais été publiées, qui en fait, apparemment, c'est super toxique. Ils ont donné ça à des rats et les rats, ils crevaient très vite. Ouais, je crois que ça s'appelle l'extrudation, il me semble. Comme ça. L'extrudation, c'est ce qui fait que c'est les pop-corn, tu vois. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Et apparemment, c'est pas si bon que ça. Le truc, c'est qu'en fait, pour le coup, là, ça va être assimilé super rapidement. Donc ça fait exploser le sucre. C'est ça qui fait vieillir, tu sais. Mais tu sais, j'ai te raconter un truc, le truc du sucre. Moi, je me faisais des smoothies, je prenais, et je le fais encore aujourd'hui, 10 bananes, une mangue, et je bois ça, vroop. Tu crois qu'après j'ai un pic? Non, j'ai rien. Je suis ultra stable. Parce que c'est des sucres rapides. Mais en fait, comme il y a du potassium avec, ton insuline, elle n'a pas besoin d'être utilisée. Donc, c'est un produit totalement naturel. Donc, ça rentre dans ton sang, ça rentre dans tes cellules, et t'as pas de soucis. Et tous les gens qui ont un régime fruitarien, et moi je l'ai été pendant 9 mois, j'ai mangé que des fruits pendant 9 mois, quasiment que des bananes. T'as pas de soucis. Bon, par contre, tu vas manquer de minéraux, tu vas quand même manquer. Et en plein hiver, en France, par exemple, c'est très compliqué. Et puis ça dépend des métabolismes aussi. Ça dépend aussi des voilà. Tu vas avoir du ça mal dépend avec ça. Et aussi, il y a une chose très importante, c'est la différence entre les fruits tropicaux et les fruits européens. Ouais. Les fruits tropicaux, la banane, la mangue, la papaye, tu peux en manger, tu peux t'en faire des repas. Tu verras que tu n'auras pas trop de soucis. Mais tu fais la même chose avec des pommes, avec des cerises, avec des raisins. Je l'ai fait cette expérience, ça passe pas du tout. Tu vas développer des caries, tu vas développer de la frilosité, tu vas te sentir mal. Pourquoi ? Parce que c'est des fruits qui ont coévolué avec les oiseaux. Contrairement aux bananes ou aux mangues, tous les aliments en fait qu'on va trouver dans les pays tropicaux, qui eux coévoluent plutôt avec des primates. Et donc qui sont beaucoup plus adaptés. Et tu remarques que le taux de fructose, le taux d'oméga 6, tu vois, le ratio, les ratios sont pas du tout les mêmes entre des fruits européens et des fruits tropicaux. Les fruits tropicaux sont beaucoup plus équilibrés pour l'être humain et en plus contiennent beaucoup plus de minéraux. Ce qui fait que tu peux avoir une diète, et moi je l'ai fait par exemple de manger quasiment que des bananes pendant 9 mois, ça va. Fais la même chose en mangeant des fruits européens, là tu vas prendre cher. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les Européens depuis toujours ? Ils les faisaient en tarte. Ils les faisaient, par exemple, la pomme, c'était utilisé en cidre. Le raisin, c'était utilisé en vin. En fait, le fait de faire fermenter, ça enlève les antinutriments, tu vois, ça enlève ce qui est indigeste.
Par exemple, la pomme, on faisait en compote, on la faisait cuire, la poire aussi, on les mettait dans des gâteaux, on les mélangeait. Et là, ça devient intéressant. Mais il y a aussi un truc avec la peau et les graines, pour le coup, au niveau des fruits aussi. Oui. Parce que la peau et les graines, en fait, c'est les deux parties du fruit qui ne doivent pas être consommées, en fait, en réalité. Ça veut dire que de base, les animaux, quand ils le consomment, oui, ils le consomment en entier. C'est normal, puisque le but de l'évolution du fruit, c'est que le fruit soit consommé pour qu'après l'animal puisse avaler en même temps les graines et donc par la suite les disséminer beaucoup plus loin que le plant mère. Donc il y a cette logique-là. Sauf que nous, les humains, on n'est pas fait pour consommer ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans la peau, c'est là où il y a le plus de protection, parce qu'en fait, le fruit va se protéger et donc du coup, tu as beaucoup déjà de cellulose. La cellulose, c'est très peu digeste pour l'humain. C'est juste pas digeste, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Et en plus, il y a même certaines qu'on dit toxines végétales aussi qui est à l'intérieur aussi, même certains antinutriments qui peuvent être présents dans la peau. Dans la chair, pas du tout, puisqu'en fait la chair est protégée par la peau, donc c'est pas un problème. Et les graines, forcément, c'est le but de la création du fruit, c'est la dispersion des graines. Donc forcément que les graines à l'intérieur, il peut avoir justement des antinutriments. Comme du cyanure dans les pommes. Ouais, dans les graines de pommes, t'as du cyanure. Donc moi, quand je vois quelqu'un manger le trognon de pomme en entier, t'es sûr de toi là Bon, après, c'est en très petite quantité. Oui, mais c'est pas fait pour. Oui, non, bien sûr. Et justement, d'ailleurs, en plus, quand la nature était bien faite, c'est que c'est vraiment des toutes petites quantités pour dire à l'animal, surtout les croque plus la prochaine fois, parce qu'en fait, si tu vas avoir un goût amer qui va se dégager. Voilà. Et en fait, c'est juste une prévention de dire, en gros, voilà, là, si t'as ce goût amer, forcément, l'animal, il va dire, maintenant, je vais plus croquer les graines et je vais manger le fruit en entier sans les croquer. C'est juste par accident, tu vois que si tu la croques. Parce que si tu la graines, si la graine, tu l'avales en entier sans la croquer, le cyanure ne s'échappe pas, en fait. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand tu prends des myrtilles? Moi, je me faisais des smoothies avec de la myrtille. Et en fait, mon ventre, il gonflait après. Je comprenais pas. Je faisais banane myrtille et mon ventre, il gonflait. Parce que dans la myrtille, t'as des graines. Si elles sont broyées par le broyeur, par le smoothie, en fait, ça répand les antinutriments. Et du coup, ton ventre, il a du mal. C'est toxique. Ce qu'il faut faire, c'est juste manger la myrtille dans son entièreté. Et la graine, hop, elle est pas broyée. Elle va aux toilettes, elle s'en va et elle t'intoxique pas. C'est ça. Du moment, en fait, que la graine n'est pas croquée, qu'elle n'est pas cassée, en fait, du coup, tous les antinutriments et tous les problèmes qu'il peut avoir à l'intérieur, les toxines, etc., ne vont tout simplement pas se développer. Parce qu'en fait, en plus, ces toxines, elles sont là justement pour que dès que la graine est cassée, ça puisse donner ce signal il faut pas qu'elle soit cassée puisque c'est le but qu'elle soit répandue après par la suite. Typiquement, toutes les recettes avec des graines de chia mixées. Ouais. Mais non. Mais il y a un truc aussi avec, pour le coup, je vois beaucoup ça sur Instagram notamment, avec les graines de papaye. Alors pour le coup, dans les graines de papaye, il y a quelque chose qui est bon parce que c'est un vermifuge naturel. Oui. Pour le coup, c'est vrai. Mais aussi, non, mais il y a un truc aussi, c'est que je vois souvent les gens, ils disent, si vous voulez prendre et tout, pas besoin de les croquer, vous les mettez comme ça, vous avalez, c'est bon. En fait, si vous faites ça et vous voulez avoir les bienfaits de la graine de papaye qui est vermifuge, ça marchera pas. Parce qu'en fait, la graine, elle va ressortir exactement comme elle est entrée au final. Donc ça veut dire que si pour le coup, on veut avoir justement un bénéfice, il faut les croquer parce que sinon, dans ce cas, rien ne va se développer. Donc dans les deux sens, autant que pour l'aspect négatif, quand les graines ont des molécules négatives, dans ce cas, si on les croque pas, il va rien se passer. Mais c'est exactement pareil que si on veut avoir les bienfaits d'une graine, il faut la croquer parce que sinon, après, moi, on va pas moi, je les croque pas parce que je me dis, il y a des antinutriments. Alors oui, c'est antiparasitaire, mais je préfère utiliser de l'ail, je préfère utiliser même des plantes antiparasitaires, faire des cures tous les 6 mois, voire même plus souvent, parce qu'il faut savoir que les parasites, on en chope tout le temps. Alors oui, normalement, on n'en donne qu'aux enfants, tu vois, mais en soi, chez tous les peuples premiers, tous les peuples avec une grande sagesse, ils se vermifugeaient tous les 6 mois. Et même tous les jours, avec de l'ail, ils prenaient des plantes, tu vois, ça peut être t'as plein de plantes qui vont t'aider à vermifuger. D'ailleurs, la viande, ils mettaient toujours des plantes avec souvent. Justement pour cette raison-là. Pourquoi? Parce que par exemple, quand tu vas manger du sushi, tu crois quoi? Dans la chair du saumon, c'est souvent des parasites. Donc tu vas manger sushi, déjà tu sais déjà que tu peux avoir des parasites. Et les parasites, ils créent des problèmes sur le long terme. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment écarté. Mais après, il y a pas mal de parasites aussi qui sont neutralisés par l'acide gastrique dans l'estomac. Ouais, mais non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on manque aussi d'acide gastrique au niveau de l'estomac. Il y a quand même beaucoup de gens ont des. Je pense que beaucoup de gens gagneraient à faire quand même des petites cures antiparasitaires. Et aussi, dès que tu as des animaux chez toi, déjà, tu peux être sujet à ça parce que les chats, les chiens, ils ont des parasites. Donc eux aussi, il faut les vermifuger. Mais voilà, c'est des trucs de basique, à faire tous les 6 mois, la base, quoi. Donc du coup, pour revenir... Mais ça peut vraiment améliorer l'état de santé. Hein. Ouais. Du coup, pour en revenir justement au sucre, de ce qu'on disait, du coup, voilà, donc on parlait justement de sucre complexe et de sucre simple.
Et donc voilà, donc du coup par rapport à l'index glycémique, voilà, au final, il y a aucune corrélation entre le fait que le sucre va être complexe et qu'il va mettre beaucoup plus de temps à être assimilé. Mais oui, on peut manger du sucre, on peut manger des patates douces tous les jours, on peut manger de l'avoine, on peut manger tout ça à condition de bien les préparer. Les patates douces t'enlèvent la peau. Tu mélanges toujours une source de graisse avec parce que c'est mieux pour l'assimilation. Okay. Tu remarques, mange des patates douces sans gras et tout, ça peut être un peu. Enfin, que les patates douces ça va encore, mais les patates c'est compliqué. Et oui, non, faut arrêter de croire que le sucre fait grossir. C'est les produits industriels qui font grossir. Exactement, ouais, c'est vrai. Et les mauvaises combinaisons aussi. C'est sûr que si tu prends du miel et du fromage, en même temps. Et après, c'est le sucre raffiné aussi qui est un problème pour le coup. Le sucre blanc. Ouais, mais le sucre blanc, il fait pas grossir. Le sucre blanc, il crée d'autres problèmes quand même. Il déminéralise, en fait. Ça, il déminéralise. Il crée beaucoup d'acidification. Ouais, déminéralise, quoi, tout simplement. C'est le souci. Non, tu prends du miel, tu prends des fruits, tu prends du radapura. Ouais, en fait, c'est du sucre entier, tout simplement. Ouais, du sucre avec tous les minéraux, toutes les vitamines. D'ailleurs, on dit quoi? On dit qu'il protège des caries, ce sucre-là. Oui, parce qu'en fait, il est pas déminéralisé. Il contient du potassium, du calcium, tout ça. En fait, du moment qu'il y a tout quantité, avec. Mais ça suffit à faire quand même, à faire le job. Exactement. Et du coup, le dernier macronutriment, c'est les protéines. Les protéines. Alors gros sujet. Ça, c'est dingue, c'est qu'on a, aujourd'hui, tout le monde, il faut manger des protéines, Bon, déjà, protéines, ça veut tout rien dire, on est d'accord? Parce que quand on dit protéines, on parle de quoi? On parle d'acides aminés, en fait, en réalité. C'est ça. C'est ça qui est important. Ça, déjà, c'est important parce que moi, j'ai l'impression qu'on veut trop comparer, 15 grammes de protéines est égal à 15 grammes de protéines, par exemple, de fromage, c'est égal à 10 grammes de protéines, de la whey, par exemple, tu vois. Alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir. Ça dépend de la qualité des deux, mais surtout, ça dépend de la nature des acides aminés, en fait, en réalité. Tu sais qu'en plus des protéines, t'en as partout. Dans les patates, t'en as, c'est en plus petite quantité. Dans les bananes, t'en as un peu partout. Les acides aminés. Et surtout que les peuples premiers, ils recherchaient pas du tout les protéines. Les peuples les plus en forme de la planète, ils ne faisaient jamais de focus sur les protéines. Ils faisaient le focus sur les produits qui contenaient beaucoup de vitamines et de minéraux. Ouais. Et aujourd'hui, c'est grand absent. On te dit, protéines. Mais en soi, les protéines, on en a besoin d'un peu, mais on n'en a pas besoin de... Après, il y a quand même des acides aminés essentiels qu'il faut apporter. On en a besoin. Voilà, Mais sauf qu'en plus, on met même pas le focus sur ça, on met juste le focus sur, il faut beaucoup de protéines. Mais oui, mais ça n'a aucun sens. Sans mettre le focus sur les acides aminés essentiels. Ça n'a aucun sens. Tu vois, par exemple, le soja. On va dire, prenez du soja, c'est riche en protéines. Mais c'est pas digeste. C'est ça. Pour ça que les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient du natto, ils faisaient du tempeh. Et là, t'as des protéines, beaucoup plus digestes parce qu'elles ont été découpées. Comme ça, c'est pas à ton corps de le faire. Donc, t'économises de l'énergie. Et en plus, t'as plus de vitamines à l'intérieur. Et pour le coup, même, pour prendre un meilleur exemple que celui que j'ai donné avant, c'est justement, par exemple, pas comparable entre 20 grammes, par exemple, de protéines que tu vas trouver dans de la viande rouge et 20 grammes que tu vas trouver, par exemple, dans des haricots, ou dans des fèves, ou dans des légumineuses comme ça. Parce que justement, ça va pas du tout déjà être les mêmes acides aminés, mais surtout, la digestibilité ne sera pas la même. Surtout, l'assimilation derrière ne sera pas la même. On dit que les protéines végétales, quand elles sont utilisées comme ça entières, elles sont beaucoup moins assimilables que les protéines animales. Pour améliorer leur digestibilité, qu'est-ce qu'on fait? On fait tremper. Et on fait fermenter. C'est ce qu'ont toujours fait tous les peuples de la planète avec les légumineuses. Si tu ne fais pas ça, tu vas vite être en carence. Donc en fait, c'est pas un problème d'en consommer, juste les consommer de la bonne manière, en fait, tout simplement. La bonne manière, selon la sagesse des anciens. Ils avaient tout compris. Les pois chiches, les lentilles, tu les fais tremper, essaye de les faire fermenter, mais déjà tremper, cuire longtemps, vraiment qu'elles soient bien digestes. Tu peux ajouter par exemple du kombu, tu peux ajouter des plantes aussi qui vont améliorer la digestibilité. Parce que c'est vrai que, comme tu disais dans l'ancien podcast, en fait, on est arrivé avec les aliments, mais sans la connaissance. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on a juste les aliments, mais sans oublier comment on peut la connaissance, on l'avait. Il y a encore 50 ans, on l'avait. C'est qu'on a subi un lavage de cerveau dans les années 70, 80. On a tout oublié. C'est incroyable. Nos arrière-grands-parents, ils connaissaient tout ça. Mais c'est pas ça, parce que quand tu dis, par exemple, tremper les haricots, les légumineuses, etc., par des gens vont dire, comment ça tremper ça? Quoi, tu vois, c'est n'importe quoi, en fait. Et ben, moi, je me dis ça de base et tout. Mais en fait, quand des
déjà on comprend pourquoi. C'est-à-dire juste au niveau biologique, en fait, le fait par exemple qu'une graine va être trempée, tu vas enlever déjà pas mal d'antinutriments qu'il y a autour, mais surtout quand tu vas commencer à la faire germer, en fait naturellement la graine garde tout ça en elle pour se protéger justement pour pas être digérée. C'est ça. Et donc ça fait que du coup dès qu'elle va commencer à germer, elle va pouvoir enlever tout ça parce qu'elle a plus besoin d'être protégée puisqu'elle va commencer justement à se développer en plante. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, du coup les antinutriments et ces molécules qu'on dit toxines végétales vont commencer à être dégradées justement. Donc soit germer, soit la fermentation. Et tu vas par exemple chez tous les peuples qui ont gardé cette sagesse, par exemple en Afrique, ils font tous fermenter les légumineuses. Enfin, tu vois, c'est resté. Mais il faut qu'on reprenne d'ailleurs cet exemple du maïs parce que je trouve que c'est le plus parlant en fait pour le coup, pour justement expliquer la différence entre utiliser un grain entier comme ça et en l'utilisant vraiment de manière traditionnelle, en le fermentant ou en le transformant. Donc, moi, je fais la première partie, tu fais la partie ici. Ouais. En fait, ils se sont rendus compte justement que c'était, je crois, en Espagne, en Italie, ou en Italie, je crois, principalement. En fait, le maïs était consommé par les peuples, les peuples d'Amérique du Sud. Ouais. Donc, les conquistadors sont arrivés donc en découverte de l'Amérique par les Espagnols en 1492. Ils découvrent ça et du coup, ils prennent le maïs. Ils l'importent et ça se répand très vite en Espagne, en Italie, en France, enfin dans tous les coins où il y a quand même de la chaleur, tu vois. Ils font du maïs et là, il y a une explosion de maladies de la pélague. La pélague, c'est une maladie de peau. Et pareil aux États-Unis, pendant des centaines d'années, tu avais une explosion de cette maladie. Et c'est dans les années 1900 qu'ils ont trouvé la cause. C'est une carence en vitamines. Et pourquoi les anciens ils ne l'avaient pas ? La vitamine B3. Ouais. C'est ça, vitamine B3. Pourquoi ils n'avaient pas cette carence ? Parce que ils mettaient leur maïs dans de l'eau de chaux. Ce qui faisait que ça permettait d'équilibrer, de transformer, de préparer le maïs pour qu'il soit totalement assimilable par l'être humain. Et justement parce que les Amérindiens, eux, faisaient ça de base, faisaient la nixtamalisation, ce qui faisait que du coup, il n'y avait pas ce problème que d'autres peuples justement qui ont importé l'aliment mais sans la connaissance. Donc justement, c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes derrière. Donc c'est là, je trouve que justement, c'est très parlant ce fait de, en fait, l'aliment en tant que tel n'est pas un problème, mais c'est juste la manière de le préparer derrière. Quand tu vois tous ces gens qui disent les céréales, les légumineuses, c'est très mauvais, l'être humain doit ne manger que de la viande, même les fruits c'est mauvais. Mais ça dépend de quoi on parle. Oui, si tu fais qu'un régime de pommes, tu vas pas survivre longtemps. Un régime de bananes, déjà, ça ira mieux. Si tu manges que du riz complet ou tu manges que des lentilles sans les faire tremper, tu vas pas durer longtemps. Mais tu peux très bien manger du riz avec du natto, tu verras que ça va durer. Ou par exemple, le riz avec des pêches fermentées. Ah ouais? Ouais, ça c'est au Japon, ils font ça. Enfin, tu vois, en fait, faut regarder dans le passé pour avancer dans le futur. Aujourd'hui, on est obligé, parce que si tu regardes ce que disaient les industriels, eux, ils veulent des billets, ils veulent du rapide, tu vois. Ils ont pas le temps. Le temps, c'est de l'argent, tu vois. Donc, tu vas au restaurant, le quinoa, ils vont pas te le faire tremper, ils vont pas te le laver, ça doit aller vite. Tu vois, c'est... Mais c'est comme par exemple d'ailleurs si tu prends le blé par exemple, ça veut dire que le blé en tant que tel, c'est pas vraiment un problème, c'est le blé d'aujourd'hui qui est un problème. Consommé. Le blé actuel qui a plus de 8 paires de chromosomes, t'imagines le truc, tellement qu'il a été ultra... Et d'ailleurs tu le vois avec la taille, tu sais, ça veut dire que le blé aujourd'hui avant le blé était super haut, maintenant c'est devenu un parce que ça permet de le cultiver plus vite. Exactement. Mais donc le problème derrière, c'est que du coup ça a créé aussi explosion des maladies coéliales. Par exemple en Italie, et d'ailleurs un truc, je sais pas si t'as remarqué la perte de cheveux. Quels sont les pays qui ont le plus de perte de cheveux ? Espagne, Italie, France. Ceux qui consomment le plus de blé. Ceux qui consomment le plus de blé, États-Unis aussi, ceux qui consomment le plus de blé. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait que la perte de cheveux se soit liée à une inflammation des intestins, non ? Des intestins aussi, et qui fait que intestin-cerveau. Voilà, et du coup aussi tu assimiles beaucoup moins, et du coup tes cheveux ne sont plus nourris, ils tombent. Et du coup, pour revenir sur le blé, en fait, le fait qu'il y a eu beaucoup d'hybridation, en fait, a fait que le gluten a même, du coup, muté, a commencé à se transformer et à être de plus en plus présent, en fait. C'est-à-dire que les chaînes sont de plus en plus longues de gluten, et c'est pour ça qu'il est de plus en plus compliqué à être digéré. Et puis, en plus, par exemple, pour prendre à l'époque, c'est que à l'époque, déjà, leur blé contenait beaucoup moins de gluten, et en plus, quand ils l'utilisaient, toujours, ils le faisaient fermenter. Ça veut dire notamment quand ils faisaient du pain avec le levain, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait quand même cette utilisation-là. Et même quand ce n'était pas le cas, pour le coup, comme avec les pâtes et tout, c'est quand même assez longtemps que c'est consommé en Italie, puisque c'est quand même du blé qui contient très peu de gluten, puisque ce sont des variétés anciennes. Le fait de le cuire, il y a beaucoup moins de problèmes. Parce que t'as quand même aussi des pains sans gluten qui étaient consommés. Il y avait pas de souci dans plein de contrées. Ils font du pain sans levain forcément, tu sais, le pain plat. Ouais. Ils avaient pas de souci.
Bah, c'est pareil d'ailleurs avec le maïs, pour le coup, comme ils font, c'était à Nicoya, au Costa Rica, eux, ils font les galettes de maïs qu'on appelle nous tortilla, mais c'est 100% maïs et surtout c'est avec du levain. Donc forcément que là, il y a un problème. Aujourd'hui, en France, manger du blé, c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce que tout le blé est transformé. Trouver du blé ancien, c'est très compliqué. T'as quasiment pas de boulangeries qui font du blé ancien. Donc c'est non, je pense qu'il vaut mieux se tourner vers du riz blanc. Alors pourquoi pas du riz complet? C'est assez simple, tu regardes, il y a 5 milliards de personnes qui mangent du riz, elles mangent tous du riz blanc. Ils sont pas bêtes. Parce que il y a beaucoup moins d'antinutriments. Parce que dans le riz complet, t'as des antinutriments, et pour les enlever, alors là, c'est super compliqué, il faut 7 autres trempages, parce qu'en fait, ce qui est très bien, c'est qu'il y a les fibres, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que les fibres, parce que le grain, il est comblé, et donc, du coup, à l'intérieur, il y a également des antinutriments et tout, donc c'est ça le problème. Donc, tu prends du riz blanc, si tu veux qu'il soit, par contre, intéressant au niveau, parce que le riz blanc, c'est quand même trop suffisant. C'est ça le problème, tu le fais. Qu'est-ce qu'il faisait? L'indice glycémique. Il faisait du bouillon avec, bouillon d'os, bouillon de poisson avec ton riz. Et tu mélanges avec un petit peu d'œuf, un petit poisson, tu vois. C'est ça, traditionnellement, ils avaient compris, un petit bout de viande, ça va équilibrer. Avec des légumes. Beaucoup de légumes, surtout. C'est ça, en fait. Ça dépend de l'association aussi que tu vas en faire. Ça dépend de l'association. C'est vrai que l'équilibre est très important, justement, dans l'alimentation avec ça. Consommer trop de protéines, ça peut être compliqué parce que ça crée beaucoup de déchets. Et on n'est pas des carnivores, tu vois. Donc, on a du mal à digérer trop de protéines. Ouais, ça crée de l'acide urique. Ouais. Et pour le coup aussi, pour les protéines, j'avais 2 trucs à dire par rapport au gluten, à la caséine. C'est justement les protéines, quand elles sont trop en chaîne complexe, ça crée vraiment des problèmes. Et d'ailleurs, quand tu remarques, tu sais, toutes les allergies proviennent de protéines. Tu prends les arachides, les noix, les œufs, les produits laitiers, le gluten. Ça provient toujours des protéines, en fait. Parce que justement, mais c'est quand les protéines sont en chaîne très complexe, forcément. C'est ça. Et c'est pour ça, notamment, comme tu disais, donc, avec le gluten, mais le gluten moderne, forcément, puisqu'il est beaucoup plus complexe, les chaînes de protéines sont encore plus longues. Et également, avec la caséine. C'est pour ça qu'il y a certains aliments, comme les œufs, comme même les œufs de poisson, c'est des protéines. Elles sont assez digestes, c'est des chaînes assez courtes. Voilà, tu peux en manger beaucoup sans trop de soucis. Donc, c'est vrai que le problème, c'est pas les protéines sont pas un problème ou sont pas même un truc à rechercher. C'est vraiment aller chercher plutôt des aliments riches en nutriments. Ça, c'est même plus important, je dirais même que les protéines. Et surtout, faire en sorte que les protéines qu'on consomme soient très digestes. C'est ça, de bonne qualité. Parce que le but, c'est d'avoir des acides aminés. C'est ça, exactement. Surtout qu'en plus, il y a des acides aminés que notre corps fabrique, donc les non essentiels, mais il y en a d'autres aussi qu'il faut aller chercher dans l'alimentation, les acides aminés essentiels. Je dirais que mon top protéines, c'est tout ce qui est les crustacés. Ouais. Aujourd'hui, je dirais que c'est ça, c'est tout ce qui est les huîtres, les mollusques, tout ça, les poissons, et en plus, les petits poissons. En plus des protéines, pour le coup, t'as tellement de minéraux avec le zinc. Mais c'est pour ça. Moi, je cherche pas les protéines pour les protéines, je cherche parce qu'il y a tout ça. Il y a les œufs quand c'est de qualité, quand c'est de pâturage. Ouais. T'as les œufs de poisson, ça c'est incroyable. T'as tout ce qui est les têtes et des abats de poisson, mais c'est un peu, toute personne n'en fait. Mais par exemple, la chair, elle est pas très intéressante. Il y a des protéines, mais il y a pas grand chose avec. Alors que dans la tête ou dans les abats. Même la peau d'ailleurs. Bon, elle est peu digeste la peau. Oui, c'est ça. Mais si tu la fais justement en bouillon et tout, ça peut être différent. Ça peut être beaucoup plus intéressant. Donc, je dirais que les bouillons, c'est vraiment des protéines super digestes. Et en plus, t'as beaucoup de collagène. T'as beaucoup de collagène, t'as des minéraux, donc ça c'est bien. T'as tout ce qui est les végétaux fermentés comme le natto, le tempeh, ça c'est vraiment top. Qu'est-ce qu'on aurait aussi? Tu as tous les produits laitiers, mais alors là les produits laitiers c'est compliqué parce que tu vois par exemple en France la plupart des produits laitiers c'est des vaches Primolstein qui c'est pas les mêmes types de protéines qu'avant, donc et puis en plus ça dépend aussi parce que t'as les 3 animaux, t'as vache, brebis et ça dépend de ce qu'ils mangent. Mais bon, si t'as vraiment de la qualité, c'est vrai que les produits laitiers au lait cru, surtout à certaines périodes de l'année, tu vois quand le lait est vraiment riche en vitamines, tout ce qui est les fromages frais, tout ça, ça peut vraiment être très 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 digeste. Alors les fromages moins frais, ils sont un peu moins digestes. Le lait aussi peut être très digeste. Le lait caillé c'était consommé de manière traditionnelle, mais voilà, ça dépend vraiment quand t'as de la qualité. Et pour le coup aussi différence entre vaches, brebis et les chèvres, c'est que on dit que les vaches c'est beaucoup moins digeste, que le brebis c'est un peu plus digeste et que le chèvre c'est le plus digeste des produits laitiers. Oui. Mais ça, c'est juste en fonction, justement, encore une fois, des chaînes. En fait, les chaînes de protéines et de sucre sont beaucoup plus simples au niveau, justement, des animaux qui sont plus petits que pour la vache. Ce qui est logique parce que, tout simplement, les bébés, sont plus petits. Ils sont même plus proches de l'être humain que ce que pourrait être un veau. Parce que le veau, il va prendre beaucoup de poids d'un coup. Donc, forcément, que ce qu'il va avoir dans le lait ne sera pas de la même qualité que ce qu'il va y avoir, justement, pour des chèvres ou des brebis, quoi. Et le dernier, c'est la viande. Mais là, c'est pareil, c'est plutôt les bouillons, c'est les os à moelle,
c'est tout ce qui est les abats. Là, ça va être la cervelle, ça va être aussi pour les abats, pareil, comme pour le gras. Il faut essayer de prendre le plus de qualité possible, bio ou de pâturage. Pour les abats, parce que c'est pareil, toutes les toxines sont stockées à l'intérieur exactement comme pour la graisse. Un foie de bœuf, si l'animal il a mangé n'importe quoi, c'est pas top. Ouais. Donc ça, pour le coup, privilégier la qualité au minimum bio, en tout cas, pour pouvoir avoir des abats de qualité. Je crois qu'on a donné les bonnes recommandations. J'espère que ça peut aider. Oui, en tout cas, c'est de l'information. C'est au maximum. C'est ça.